commençons, Romain, si vous le voulez bien. Et je vais me mettre sur la bonne diapositive. Eh bien, bonjour à tous. C'est à moi que revient la lourde charge de commencer ce séminaire qui est passionnant en termes de sujet, mais passionnant également en termes de compréhension d'enjeux qui sont clés en matière de confiance numérique autour des algorithmes et de la manière dont ceux-ci peuvent peser en matière de confiance numérique. On est au cœur du sujet qui a été largement exploré presque de manière pionnière par la chaire de l'IMT, la chaire CVPIP, Données, Identité et Confiance à l'ère numérique. Je suis Romain Galen-Fontaine, je suis directeur des relations institutionnelles d'IN Group, le nouveau nom de l'imprimerie nationale. Il s'agit de l'opérateur industriel de l'État en matière d'identité, mais également d'identité numérique. Je suis président du comité de pilotage de cette chaire, puisque IN Group, avec un certain nombre de partenaires, a fondé cette chaire il y a maintenant 6 ans. Donc on est vraiment avec un caractère pionnier de celle-ci autour de l'identité numérique, des données personnelles et de la confiance numérique. Donc je voudrais saluer mes autres camarades partenaires, BNP Paribas, Soprasteria, Dassault Systèmes, Orange et la CNIL également, puisque c'est aussi l'une des richesses finalement de cette chaire, de pouvoir allier à la fois le côté transverse des différents chercheurs. On a bien insisté pour que cette chaire soit une chaire pluridisciplinaire pour confronter les regards et les expériences. On a voulu faire la même chose avec les partenaires, pouvant mêler à la fois des partenaires du public, pouvant mêler des partenaires du privé, chacun pouvant apporter également sa vision du sujet. Alors nous sommes dans un format un peu particulier puisque bien évidemment la crise du Covid est passée par ici, à la fois avec les partenaires et avec les chercheurs de la chaire. On a tenu à maintenir finalement l'activité de la chaire. La chaire organise de manière régulière des ateliers et des conférences qui nous réunissent à l'IMT. Eh ben, on innove à travers ces webinaires, à travers un sujet qui, je le répète, est vraiment central au niveau du sujet de la confiance numérique et en tout cas, nous, dans nos activités, qui nous interpellent de manière à maintenir la confiance du citoyen, de l'usager, du consommateur dans ce magnifique espace qu'est l'espace numérique. Francis, je suis très heureux de te laisser la parole. Ok, merci. Donc, effectivement, cette chaire qui a été fondée maintenant il y a quelques années par un certain nombre de gens qui y croyaient et qui a pu bénéficier du soutien des partenaires, mais non seulement un soutien financier, mais d'une implication très forte dans le travail. Donc, cette chaire, le sujet de la confiance, il est pas nouveau, il évolue tous les jours. Je pense que je sais plus qui a dit qu'il fallait toujours revenir à la simplicité pour traiter les problèmes. Je pense que ce problème de la simplicité, c'est quoi? Eh bien, c'est comprendre deux choses. C'est que il y a une évolution du monde numérique qui monte toujours en complexité, et cette complexité rend les choses difficiles. Et la deuxième chose, c'est que ce monde numérique, c'est aussi un monde de l'économie numérique, et il est traversé par des intérêts très puissants. Donc c'est pour ça que la confiance, elle va. Il y a quelques années, on parlait de beaucoup de transparence. D'ailleurs, dans le Comité national du numérique, on avait abordé ces problèmes-là. Et ces problèmes de transparence, je pense qu'au bout d'un moment, quand le monde devient très complexe, il n'y a plus de transparence possible. Ou alors, elle n'est réservée qu'à un certain nombre de spécialistes qui sont capables d'aller chercher finement ce qui se passe. Donc, le concept qu'on avait mis et que je livre à la discussion pour tout à l'heure, le concept qu'on avait poussé en avant, c'est celui de la loyauté. Personne ne peut se rendre transparent à tout le monde, tout simplement par le niveau de compréhension que l'on a aussi des difficultés, des complexités techniques. Donc être loyal, c'est-à-dire dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, qui bien sûr peut demander ensuite des instances averties pour quelque part vérifier cette loyauté. Je pense que c'est un des points les plus importants de la confiance. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup avec raison du biais des algorithmes. Alors, ce biais des algorithmes, il peut être animé d'une part, éventuellement par des bonnes ou des mauvaises intentions. Ça, c'est la façon dont on va concevoir et implanter les algorithmes. Mais les biais peuvent venir aussi de la complexité de ce que l'on traite et parfois où l'on est dépassé, en fait, par les algorithmes que l'on met en œuvre.
Et donc ça, c'est les exemples fréquents que vous allez sûrement citer aux États-Unis, de la surreprésentation, sous-représentation de telle ou telle communauté. C'est pas forcément une intention, hein, c'est forcément le moment où l'algorithme, dont on ne voit pas toutes les conséquences, va les révéler. Donc je crois qu'il faut être aussi humble devant cette complexité, ne pas la sursimplifier comme on le fait parfois dans le traitement de données ou qu'on appelle aujourd'hui IA, hein, où effectivement on pense que des calculs vont tout résoudre. Hein. Il faut aller plus profondément parce qu'on sait que quand des données sont complexes, que les sources sont nombreuses, etc., que les résultats ont des limites. Hein. Donc il faut aussi avoir, j'allais dire, IA sans conscience scientifique, peut donner effectivement n'importe quoi. IA sans conscience sociologique ou philosophique des choses peut aussi donner n'importe quoi. Donc je pense que j'ai assez parlé, mais c'est pour ça que je vais écouter avec grand intérêt tout cela, parce que il va se jouer là-dessus des choses très importantes. Je vous remercie. Oui, donc bonjour à tous. Donc au nom de la chaire et des cofondateurs, on est ravis de pouvoir réaliser ce séminaire, ce webinaire en fait, au travers de ces outils qu'on a beaucoup utilisés ces derniers temps. Et en fait, je voulais juste dire un mot, c'est que cette chaire a été inaugurée en 2013, donc ce qui lui fait une certaine ancienneté, et que vraiment par particularité, ce qu'elle porte dans ses gènes, c'est vraiment la multidisciplinarité. Donc à savoir qu'elle repose sur plusieurs disciplines, comme le droit, l'économie, la philosophie et les sciences informatiques. Et donc on est 4 chercheurs en fait à la manœuvre. Et donc, ça nous permet de traiter de façon transversale, de façon très enrichie, différents sujets qui sont vraiment d'actualité aujourd'hui. On a pu le voir avec l'application Stop Covid, par exemple, ces derniers temps. Voilà, donc je voulais vous accueillir et vous dire qu'avec Valérie, donc on fera cette animation, l'animation du webinaire à 2, et on sera ravis de le faire à vos côtés. Alors oui, donc moi je suis très contente de pouvoir organiser donc cette rencontre sur ce thème, ce que les données massives et les algorithmes font à la confiance dans la société numérique, et de le faire de façon très interdisciplinaire, puisque je vais présenter nos intervenants qui, vous allez voir, sont physiciens, sciences de l'informatique, sciences de l'information et philosophie. Et on va donc clore cette session d'introduction par la présentation de nos différents intervenants. Donc, Pablo Jensen, qui est, alors je vous ai mis un visuel pour chacun d'entre eux, qui va afficher sa caméra s'il le veut bien, chercheur au CNRS, membre du laboratoire physique de l'ENS de Lyon et donc physicien, qui, après avoir modélisé la matière, se consacre désormais à l'étude des systèmes sociaux en collaboration avec des informaticiens, mais aussi des chercheurs en sciences sociales. Il a fondé les Cafés des Sciences et puis il a notamment écrit aux éditions du Seuil des atomes dans mon café crème, ça c'était en 2001, et pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation, qui est vraiment au cœur de notre débat d'aujourd'hui, et ça c'était en 2018. Donc ce sera... on est vraiment très content de l'accueillir aujourd'hui. Marilyn Laurent, donc, qui vient de parler dans le cadre de l'introduction, qui est professeure à Télécom Sud Paris. Pablo Jensen peut tout à fait laisser sa caméra, chacun, comme ça on sera tous les 4 après, si vous voulez bien, pour le débat, pour l'introduction du débat ensemble. Elle est professeure à Télécom Sud Paris au sein de l'Institut Polytechnique de Paris désormais. Elle dirige l'équipe de recherche R3S du laboratoire Saint-Gobain, on dirige le département RST Télécom Sud Paris, avec les thématiques qui portent sur les réseaux et la cybersécurité. Et puis, c'est une des cofondatrices de la chaire, VPUP, de l'IDMT, et elle mène des recherches en sécurité, protection des données personnelles appliquées à la gestion des identités, Internet des objets et cloud. Et elle a coédité, je vais mettre son visuel, voilà, plusieurs ouvrages, dont la gestion des identités numériques et des ouvrages qui ont été publiés par la chaire. J'en viens maintenant à Eric Guichard, dont voici un visuel, qui est chercheur au laboratoire Triangle, CNRS-ENS de Lyon, membre du comité de pilotage de l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes, avec les mêmes partenaires.
et ancien directeur de programme au Collège international de philosophie, maître de conférence HDR à l'ELCID. Il étudie l'Internet et le numérique au prisme de l'écriture et des pratiques intellectuelles. Vous voyez, écriture sur les traces de Jackie Goody. Et enfin, moi-même, donc, Valérie Charol, membre de la chaire de PIP, chercheur en philosophie à l'Institut Mines Télécom Business School, la Business School de l'IUT, donc, chercheur associé à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, CNRS-EHESS, et enseignante à l'EHESS. Et je travaille sur la manière dont la technique, l'économie et la quantification construisent le monde et le sujet contemporain, avec comme publication notamment aux éditions Fayard, Philosophie de l'écran, qui s'affiche ici en 2013, et Les qualités de l'homme manifestes en 2016. Alors voilà notre programme. On va tout de suite commencer notre première session. Après avoir remercié chaleureusement pour leurs mots d'entrée nos introducteurs, Romain Galen-Fontaine et Francis Jutan, on va entamer tout de suite la première session. Merci à vous deux. Avec ce sujet qui est qu'est-ce que le big data et l'utilisation des algorithmes changent en particulier pour le traitement des informations personnelles. Est-ce qu'on est face à un changement de surface, un changement plus profond? Quel biais peut-il y avoir? On va vous demander sur cette session-là de vous limiter à d'éventuelles questions de compréhension. Le débat général est prévu à la fin de la deuxième session. Et juste avant de donner la parole aux intervenants, je vous propose un petit sondage qui va permettre de donner un peu d'interactivité à notre séance. Donc, je vais débuter le sondage, vous allez voir. Je ne sais pas si c'est quelque chose, une chose à laquelle vous êtes familier. Voilà, alors j'ai des réponses qui sont en train de monter en charge. Donc, selon vous, l'existence des données massives et les possibilités de traitement dont elles sont l'objet représentent, malheureusement, la technique ne permet qu'une seule réponse, je suis désolée, un changement non significatif dans le traitement des données, un changement uniquement d'échelle, qui modifie le modèle de mise en relation des données et de traitement des informations personnelles. Donc là, on vous demande un peu de répondre à la question que nous allons débattre pour voir comment vous vous sentez vous-même. Alors, ce sujet-là, moi, je ne vois s'afficher que des numéros. Hein, il n'y a pas, c'est tout à fait anonyme. J'attends un tout petit peu encore pour voir. Alors, que le nombre de répondants qui monte. Je vais publier les résultats du sondage, je dirais, dans quelques secondes, avant que nous commencions notre première session par une intervention de Marilyn Laurent pour 5 à 6 minutes. Et donc, je publie les résultats du sondage, vous allez voir, c'est assez intéressant. Vous êtes 91% à avoir répondu pour la réponse C. Et donc, je laisse maintenant la parole à Marilyn Laurent, dont normalement va apparaître la présentation tout de suite. Voilà. Marilyn, c'est à vous. Merci. Donc moi, pour faire cette introduction, eh bien, j'ai décidé de vous expliquer, mais de façon assez épurée. Hein, je n'ai pas la prétention de vous expliquer tout sur les algorithmes. Mais, donc le fonctionnement d'un algorithme. Donc ce qu'il faut comprendre, donc un algorithme, c'est une suite d'opérations dont le traitement va dépendre d'un certain nombre de données qui sont fournies en entrée. Et les traitements vont aboutir à un certain nombre de résultats. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que donc ces algorithmes, ils peuvent être de différents types. Donc ça peut être un algorithme, comme on dit, déterministe, où un certain nombre d'entrées vont correspondre toujours les mêmes résultats, d'accord? Ou il peut y avoir aussi des algorithmes autres qu'on va être amené à définir après. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'un système de recommandation, donc un algorithme qui fait cette recommandation, eh bien, en entrée, on pourrait imaginer que Alice ait bien fourni un certain nombre de préférences. Donc, elle est, par exemple, férue de séries scandinaves, plutôt à suspense. Donc, on peut fournir aussi son âge.
son pays d'appartenance. Et tout ça va faire que l'algorithme va lui fournir en sortie un certain nombre de recommandations. Ça pourrait être la série Millennium ou la série Brown, par exemple, que vous connaissez peut-être. Eh bien, donc ça, ce sont les systèmes de recommandation classiques. Et donc, en fait, si on voit qu'on a un algorithme déterministe, eh bien, on voit que toujours les mêmes recommandations, finalement, vont lui être proposées. Donc, parfois, on est amené à intégrer des sources aléatoires, donc une source aléatoire dans le procédé effectué par l'algorithme, auquel cas on parle d'algorithme probabiliste. Il pourrait s'agir, dans le cas d'un système de recommandation, de prendre 3 choix parmi n qui pourraient correspondre aux préférences d'Alice et qu'on proposerait 3 de ces choix en fait à Alice. Donc là, c'est une manière aussi de fonctionner de façon probabiliste. Et puis plus récemment, on a vu apparaître donc des algorithmes qui reposent sur de l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle encore le machine learning, ML, où cette fois-ci, l'algorithme va travailler en fait sur un certain nombre d'exemples. Donc des exemples qui sont produits par des expériences d'utilisateurs. Et donc on va faire mouliner cet algorithme en fonction de cet ensemble de données donc massives. Et ce qui va se passer, en tout cas, c'est que vous voyez, les utilisateurs sur lesquels l'expérience se fonde appartiennent à une certaine classe. Donc on va catégoriser comme ça les utilisateurs en fonction de leurs préférences et en fonction des choix qu'ils ont pu faire à un moment donné. Donc, on va classifier tout ça de telle sorte que quand Alice va envoyer ses préférences, eh bien, l'algorithme va tout simplement l'associer à l'une de ses classes pour au final lui proposer un certain nombre de résultats, vous voyez, qui dépend de sa classe d'appartenance. Donc, donc si un utilisateur, par exemple, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui a visualisé la série Brown, par exemple. Si Alice appartient à la même classe d'appartenance que cet utilisateur-là ou que cet ensemble d'utilisateurs, eh bien, sera proposé à Alice à ce moment-là cette série par le biais de ce processus de classification. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les 2 premiers algorithmes qu'on a vus, déterministes, probabilistes, eh bien, ce sont des algorithmes qui sont assez peu évolutifs finalement et dont les traitements vont être très dépendants de la manière dont il a été développé par un codeur. Et ce qu'on voit par contre, c'est que les outils, vous voyez, de machine learning, bah, eux, vont être extrêmement évolutifs, puisque cette fois-ci, on va se baser sur des expériences utilisateurs et que les résultats vont essentiellement dépendre de ça, avec aussi des biais parfois aussi. Donc voilà ce que je voulais dire en matière d'évolution. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc la confiance dans tout ça, eh bien, elle peut être altérée par la construction algorithmique elle-même. C'est-à-dire, le comportement d'algorithme peut être fortement influencé par le développeur, comme j'ai pu vous le présenter ici, c'est-à-dire ses convictions, la culture d'entreprise à laquelle il appartient. Ça peut être aussi la communauté à laquelle il appartient. Ça peut être aussi derrière des intérêts économiques de l'entreprise qui lui a demandé de faire ce développement. Et donc, tout ça va avoir une incidence sur le comportement de l'algorithme. Une autre altération, ça peut être lié aussi à l'apprentissage qui est opéré donc par cet outil de machine learning, donc de l'apprentissage automatique, parce que tout simplement, comme je vous disais, c'est basé sur l'expérience des utilisateurs. Donc, imaginons par exemple que Alice appartienne à une certaine classe d'utilisateurs et que les utilisateurs ont massivement regardé, par exemple, un film de super-héros. Eh bien, vous voyez qu'Alice, qui n'a pourtant pas de préférence en la matière, se verra quand même proposer un film de super-héros. Donc, de temps en temps, il peut y avoir des biais comme ça qui peuvent être observés du fait d'exemples tendancieux qui peuvent se produire sur ce type d'algorithme. Donc, les décisions algorithmiques, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont loin d'être neutres, d'accord? Ce que j'ai essayé de vous montrer ici. Et puis, l'autre information qui peut ressortir, c'est que les individus se voient en permanence
comment dire, proposer un certain nombre de recommandations en matière de films, de séries, enfin tout ce qu'on veut. Et donc en fait, il peut avoir l'impression d'être enfermé, de ne plus avoir autant de choix finalement, de liberté de choix qu'avant. Et donc c'est le phénomène qu'on nomme habituellement se retrouver dans une bulle numérique. Et il peut avoir le sentiment aussi d'être manipulé. Si par exemple la veille, il a fait une certaine navigation et il se rend compte que le lendemain, on lui propose par un système de recommandation des choses qui sont liées à sa navigation de la veille, comme par exemple la recherche, je sais pas, d'un voyage à Venise, et puis le lendemain, on lui propose, par exemple, tout un tas de produits d'hôtellerie sur Venise. Donc là, il peut se sentir aussi dépossédé de ces données et donc manipulé par le système d'information. Et puis, ce qu'on peut également observer, c'est que la confiance peut aussi être altérée par la collecte massive, donc parfois abusive, donc de ces données personnelles. Donc là, dans un système de recommandation, typiquement l'algorithme, il a besoin de prendre en entrée les préférences d'Alice. Et donc là, il se nourrit de ça. Mais en plus de se nourrir, il peut aussi conserver en mémoire toutes ces informations-là. Et puis l'autre point, c'est que aussi l'algorithme qui se base sur du machine learning, lui aussi, est alimenté par un certain nombre d'expériences utilisateurs. Et donc, bien sûr, toutes ces données peuvent se retrouvent dans les mains de plateformes et donc voilà, on peut de cette façon-là, en tant qu'individu, avoir l'impression de subir vraiment une intrusion vis-à-vis de sa vie privée. Voilà ce que je voulais dire en introduction, vous présenter brièvement les algorithmes et les différentes pistes en tout cas d'altération de la confiance, à la fois vis-à-vis des algorithmes et vis-à-vis de l'utilisation massive des données et de la perte aussi du sentiment de perte qu'on peut avoir sur ces données personnelles. Alors moi, j'aurais une vision peut-être un peu plus historique et j'évoquerai les questions de confiance peut-être dans la deuxième partie. Je voudrais un peu évoquer la notion de données massives en rappelant que l'expérience qu'on peut en avoir évidemment est profondément temporelle. Le premier recensement en France date de 1801 et là, on était vraiment dans un régime de données massives absolument inattendu. C'était un peu la même chose qui s'est produite quand Jean Stotzel fonde l'IFOP en 1938. On accède à un type de données qui n'était jamais imaginable auparavant. Idem avec l'INSEE en 1946, avec le web, les moteurs de recherche et maintenant les plateformes d'intermédiation. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que la notion de massif ou pas massif est très variable selon les professions. C'est pas du tout la même si on est, par exemple, sociologue, qu'on est vraiment, de certaine manière, capable d'interroger des sources ou des enquêtes, voire de les fabriquer, mais qu'on est peut-être un peu démuni par rapport à un fichier de 5 ou 10 000 lignes. Et pour quelqu'un qui est plutôt dans le data mining du début du 21e siècle, pardon, et qui, en revanche, ne saurait pas trop quelles questions poser à cet ensemble de données. Je voudrais aussi interroger la notion de données en rappelant que la plupart du temps, il n'y a rien de donné dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on a plutôt une source qui est souvent désirée. Ça peut être le cas de l'enquêteur, par exemple l'historien qui essaye de retrouver quelques documents qui vont lui permettre d'appuyer une thèse, et qui, dans les cas qu'on évoque un peu en ce moment, est un peu hérité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gigaoctets de données, on n'a pas trop d'idées pour les traiter, etc. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit dans le premier cas ou dans le deuxième cas, une chose pareille, par exemple un afflux d'octets, doit être nettoyé, retravaillé pour devenir ce que Bruno Latour appelle une obtenue. Donc le fait que la donnée soit donnée est assez problématique. Je voudrais simplement évoquer qu'avec la Covid-19, le travail de construction de données fiables a pris énormément de temps. Il y a encore des pays qui donnent des résultats en forme de zigzag pour la mortalité quotidienne. Il faut une administration, il faut un archivage, etc.
Donc, pas oublier qu'il y a un énorme travail de construction de ces données, d'analyse de ces obtenus, pour les transformer en obtenus. Et dans tous les cas, dans le cas du recensement de 1801, de l'historien ou du numérique entrepreneurial, il y a un coût. Ce coût peut être largement réduit quand ce sont les utilisateurs qui réalisent la chose gratuitement. Il ne faut pas négliger ça. Sur le calculable, et ce qui renvoie à la question de l'intelligence artificielle, je voudrais évoquer juste rapidement à titre d'humour la notion de machine de Turing, pour rappeler que, en fait, les machines ne peuvent pas calculer grand-chose, elles peuvent calculer que des nombres calculables, et ceux-ci sont dénombrables, contrairement à l'ensemble des autres nombres que nous pouvons imaginer. Et toujours à titre d'humour, l'idée, je vais le citer, n'est pas de moi, mais de Paulo Gonçalves, voisin de Pablo et moi-même. L'intelligence artificielle n'a pas prévu la pandémie actuelle. Bon. Au niveau des changements, la question implicite que je voudrais souligner, c'est quand on dit qu'est-ce que le big data et l'utilisation des algorithmes changent. Est-ce que c'est plutôt la technologie qui va produire un changement, par exemple, social ou de conscience politique, ou est-ce que ce sont ses propriétaires? Rappelez que ce n'est pas le train qui a changé la société française, c'est la société française qui l'a profondément transformée. Que la première personne qui veuille prendre un train de 1837 pour aller de Paris à Versailles lève la main. Je pense que personne n'oserait vouloir le faire. N'oublions pas aussi, par exemple, que le train subit des mésaventures, par exemple aujourd'hui au profit du bus, et ça, c'est par l'intermédiaire de choix politiques, de choix sociaux, etc. Tout ça pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a aucune autonomie de la technique, je vais en reparler un petit peu plus tout à l'heure, et que quand on sous-entend un peu qu'on a des transformations induites par d'un seul coup des sacs à patates qui contiennent beaucoup de données ou des algorithmes qui seraient un peu plus performants, on renvoie plutôt au déterminisme technique et à sa variante actuelle qui s'appelle le déterminisme de l'innovation, qui dit que le nouveau va transformer la société. Des historiens comme David Edgerton ont bien montré qu'on est dans un régime de croyance qui perdure depuis à peu près un siècle et qui sert aussi à cimenter les sociétés au travers d'un certain imaginaire technique. Mais cette croyance peut se décliner en mythe commercial, voire en idéologie. Alors, si on évoque un peu la question des menaces, là je voudrais juste être aussi dans les précautions. Je ne suis pas persuadé que le big data en lui-même et que l'utilisation des algorithmes transforme profondément nos quotidiens. Je pense aussi qu'une technologie, une technique, plus généralement, n'est pas dangereuse. En revanche, ce qui est dangereux, si je le dis un peu rapidement, c'est l'appropriation par très peu d'entreprises de données qui ne leur appartiennent pas pour leur simple profit. Au plan du danger, effectivement, le premier risque est celui de nous faire basculer dans un monde de l'hyperconsommation, de la recommandation, et qui se traduit aussi au niveau, par exemple, des entreprises françaises qui sont évoquées dans le cadre de cette chaire, par la captation de la valeur d'intermédiation par un nombre très très réduit d'entreprises. Il y a évidemment d'autres dangers qui relèvent de la création de métiers qui peuvent éviter les filets de la protection sociale. Il y a la question de la manipulation électorale, puisque si on peut acheter sans trop de difficultés les profils de quelques millions de personnes qui votent pour notre opposant politique, on peut à ce moment-là communiquer avec elles pour les influencer, les inciter à voter pour nous-mêmes. Donc on a un changement d'échelle qui induit des comportements qu'on peut traiter de rapaces et qui néanmoins fait écho à d'autres changements d'échelle historiques. Donc voilà à peu près la chose que je voudrais dire et peut-être rappeler un petit peu une situation un petit peu étrange que nous vivons, nous, c'est celle de notre confiance actuelle en des systèmes, et je ne vais pas donner de nom, mais je vais lire, en changeant juste un mot pour faciliter ma diction, une phrase que j'avais écrite récemment, c'est dans un article qui s'appelle « Les nouveaux maîtres de l'écriture du monde ». Je dis que on utilise les outils
déployés par la même entreprise. Je dis étrange confiance collective en un système industriel qui sert de cadre à nos activités intellectuelles et culturelles. Imaginons en 1990 acheter de l'essence Esso, des voitures Esso, des encyclopédies Esso, des stylos Esso et consulter des chaînes de télévision Esso dans un monde où notre courrier postal serait acheminé par Esso. N'aurions-nous pas le désir de nous émanciper d'un monopole aussi abusif, sinon de nous inquiéter des abus potentiels de la multinationale des hydrocarbures qui pourrait ainsi nous surveiller et profiler nos façons de penser? Merci beaucoup, Eric. Donc, c'est à mon tour là d'intervenir dans ce débat. Donc, vous voyez qu'il est vraiment très interdisciplinaire. Donc, on va passer au slide suivant et on échangera les 4 intervenants les uns avec les autres en fin de session. Donc, sur la question de ce que changent les algorithmes et les données massives, moi, je voulais commencer par citer Karl Popper, qui est un philosophe notamment des sciences, dont la vision de la science est très largement reconnue, toutes disciplines confondues. Dans La société ouverte et ses ennemis, Popper fait la critique des systèmes de pensée fermés, en commençant par celui de Platon, chez qui, dans Tibet, mais aussi dans la République, la mathématique représente un idéal, un horizon idéal d'organisation du monde. Karl Popper y différencie, quant à lui, ce qui peut relever d'un tel horizon mathématisable et ce qui n'en relève pas, comme l'indiquent les 2 citations que je vous ai données, l'une au tout début du livre, l'autre à la toute fin. C'est peut-être en cessant de jouer aux prophètes que nous deviendrons des artisans de notre destin. Et la 2e citation, c'est à nous qu'il revient de choisir les buts de notre existence, d'en fixer les objectifs. Pour Karl Popper, tous les systèmes de pensée, et il en liste de nombreux, qui ne nous permettent pas d'être les artisans de notre destin, de choisir nos buts et objectifs, sont des systèmes fermés. Et Karl Popper n'a eu de cesse, durant toute son œuvre, de faire en sorte que la science et ses développements se situent dans le cadre d'un système de pensée ouvert et d'une société ouverte. Et c'est par rapport à cette toile de fond donc, que je veux me situer, pour la 2e diapositive que je vais vous afficher, essayer de dire que les données massives et les algorithmes, y compris apprenants, représentent bien évidemment un changement d'échelle par le nombre d'informations numériques disponibles et puis les capacités de mise en relation qu'offre l'informatique contemporaine. Et ça représente aussi, me semble-t-il, un changement de forme, parce que les informations communiquent entre elles directement. Elles se réfléchissent les unes les autres sur les réseaux sociaux, mais aussi via les systèmes algorithmiques. C'est ce que j'ai appelé dans Philosophie de l'écran le passage de l'univers infini de la science classique à un système réfléchi. Et puis, on se trouve enfin, s'agissant des données personnelles et de la conception de la personne, face à ce qu'on peut appeler un changement de nature. Les réseaux et les algorithmes fonctionnent en fait sans que les personnes ne soient maîtresses du traitement des informations qu'elles délivrent. Même si évidemment le RGPD a fixé des règles, notamment en termes de transparence, de possibilité de se soustraire à un certain nombre de traitements, à certaines formes de traitement, la personne doit par exemple accepter en bloc les conditions générales d'utilisation. Et ça pose vraiment question par rapport au principe, par exemple, qui est celui du consentement libre et éclairé du consommateur. Avec les nouvelles possibilités offertes par le big data et par ce qui est appelé l'intelligence artificielle, terme peu adapté, je vais y revenir tout de suite, il me semble donc qu'on est face à ce que je vais qualifier autour de 2 risques majeurs. Et dans la 2e session, j'essaierai de voir comment travailler pour dépasser ces 2 risques majeurs et arriver à faire du mieux possible avec la technique. Le premier risque, c'est que les modes de mise en relation des informations utilisées dans le cadre des algorithmes ne soient pas suffisamment solides au plan scientifique. Manque de probité, présente des failles, des biais. Marie-Line et Eric en ont déjà parlé. Je n'ai pas le temps ici d'allonger la liste. C'est un premier type de risque que j'appellerais le problème épistémologique, c'est-à-dire il a un problème qui a trait à la conception scientifique et à la fiabilité des systèmes utilisés. Et à ce titre-là, je voudrais juste pointer du doigt
l'usage du terme d'intelligence artificielle qui me paraît, ainsi qu'à bien d'autres, mal adapté. Je vais vite, et on pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez, mais dès 1980, le test de Turing pour déterminer si une machine pouvait être qualifiée d'intelligente, à savoir pouvoir entrer en conversation avec un humain sans qu'il se rende compte qu'il parle avec une machine, a été réfuté par le philosophe John Searle au travers de ce qui s'appelle l'expérience de la chambre chinoise. Je pourrais y revenir. Et de fait, ce n'est pas vraiment face à de l'intelligence artificielle que nous sommes, mais plutôt face à ce qu'on peut appeler des systèmes de décision automatisés, du traitement d'informations complexes, y compris lorsqu'on est en apprentissage dit profond, avec les nouveaux systèmes qui se développent chaque jour un peu plus. Le second risque, il est d'une autre nature, c'est que la conception de la personne retenue soit inadéquate et ne corresponde pas à ce qui est attendu dans une société ouverte. Je reviens à Karl Popper, notamment dans des sociétés contemporaines fondées sur la démocratie, le principe de libre arbitre de ses citoyens. Mais qu'à l'inverse, la conception de la personne retenue dans ces modèles soit celle d'un sujet passif dont les choix peuvent être prédéterminés. C'est ça, ce second problème-là que j'appellerais, c'est le terme consacré en philosophie, le problème ontologique. Donc, comme j'ai dit en dernière partie, je donnerai quelques pistes pour répondre à ces deux problèmes, et je donne maintenant avec grand plaisir pour terminer cette première session, la parole à Pablo Jensen, qui va nous donner encore un autre point de vue. Alors, bonjour, oui, merci, je vois ma diapo. Alors, on peut se demander ce que vient faire un physicien dans ce débat, disons, sur les données, sur l'informatique, les sciences sociales. Alors, il faut faire un petit détour, et ce détour, je l'ai fait dans le livre que Valérie vous a montré au départ, là, pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation. Et pour résumer, évidemment, de manière très brève tout ça, j'aime bien cette métaphore du tigre. Alors, ce qu'elle nous explique, c'est que, en fait, on part de l'idée aussi que la physique a réussi à mettre en équation, alors d'abord le système solaire, enfin on va dire voilà, les espaces infinis hors de la Terre, mais aussi ensuite les matériaux, par exemple. Donc moi je viens de la physique de la matière, et si vous voulez, toute la révolution informatique, elle repose sur les semi-conducteurs, et les semi-conducteurs au départ, ce sont des objets que la physique avait calculés, la mécanique quantique, et donc c'est une manière, disons un des exemples importants du fait que la physique a réussi à mettre en équation un certain nombre de comportements de la matière. Et si on regarde de manière réaliste, disons en utilisant la sociologie des sciences notamment, la manière dont la physique a fait ça, eh bien c'est là que l'image du tigre est intéressante. C'est parce que construire une explication en physique, c'est comme transformer un tigre sauvage qui saute dans la jungle en un tigre dompté sautant dans un cerceau de feu dans un cirque. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le cas des matériaux, ça veut dire que ces semi-conducteurs, donc le silicium par exemple, c'est pas quelque chose qu'on a trouvé dans la nature tel quel, comme le tigre sauvage, si vous voulez. Eh bien, c'est un matériau qu'on a dû transformer, dompter par des processus assez longs, mais en fait relativement peu chers, ce qui a permis de construire toute la filière informatique, parce que si vous voulez créer des dispositifs qui soient reproductibles, c'est-à-dire comme le tigre sauvage, enfin le tigre que vous domptez, donc il va faire en gros à chaque fois, à chaque numéro, va faire la même chose, il va bien sauter dans le cerceau de feu, il va pas manger le dompteur par exemple. Mais si vous voulez que la matière soit reproductible et donc soit fiable et permette de construire une technologie, eh bien dans le cas du silicium par exemple, il faut purifier le silicium d'une manière vraiment très très forte, il faut qu'il reste des milliardièmes d'impuretés, et il faut aussi purifier l'organisation géométrique des atomes du silicium. Et donc, c'est une transformation dans le laboratoire qui permet de dompter les matériaux. Et c'est pour ça que la physique a besoin de laboratoires. Et pour transformer la matière, et tout ce que la physique dit, en gros, donc tout ce que la physique arrive à maîtriser et à mettre en équation, c'est cette matière artificielle, et c'est ce monde artificiel, c'est ce tigre dompté. Voilà, alors on pourrait discuter de l'épistémologie qui est intéressante aussi de cette métaphore du tigre, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que
la physique met en équation le monde en le transformant. Et de la même manière, en fait, aujourd'hui, on essaye, donc les informaticiens de Google ou de Facebook ou d'autres entreprises essayent de mettre en équation nos comportements pour les rendre plus prédictibles et donc les rendre plus contrôlables et voilà, comme les algorithmes de recommandation dont on a parlé. On pourrait dire que mettre en équation, c'est un peu de la physique. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est des algorithmes. Est-ce que ça change fondamentalement le problème? Donc, je me suis penché là-dessus et il y a un bouquin qui devra paraître en fin d'année, normalement, là, disons, est-ce qu'on peut mettre la société en algorithme? Est-ce que ça change beaucoup? En fait, il n'y a pas de changement fondamental sur les algorithmes par rapport aux équations au niveau de la transformation du tigre. Et donc, la dernière diapo, donc, mais on pourra en discuter si vous voulez. Il y a des changements sur les algorithmes, c'est pas comme les équations quand même, mais fondamentalement, ça change pas trop les choses. Ce qui m'intéresse ici pour la discussion d'aujourd'hui, c'est que cette métaphore du tigre permet de comprendre en gros que si vous voulez essayer de rendre les humains un peu prédictibles, eh bien, il faut les stabiliser et donc il faut les dompter en fait. Il faut les transformer comme on transforme le tigre pour les stabiliser et pouvoir, on va dire, expliquer par des équations, mais expliquer, ça veut dire contrôler et prédire aussi. C'est un peu tout la même chose. Et alors, on pourrait dire, oui, horreur, on veut nous dompter, voilà. Alors, en fait, il y a de la discontinuité, clairement. C'est Big Data, on l'a vu, le sondage, vous êtes tous d'accord là-dessus déjà à 91%. Donc, que vraiment, il y a de la discontinuité, mais il y a aussi une certaine continuité. Et Eric Guichard l'a dit tout à l'heure. C'est que cette transformation, elle a déjà commencé depuis longtemps, ne serait-ce que les statistiques. D'accord, les statistiques, si vous entendez dans statistiques, il y a le mot État là-dedans, et en fait, c'est vraiment une science de l'État au départ. Au départ, c'est même pas des mathématiques. D'ailleurs, les statistiques, au départ, c'est une science politique pour gouverner l'État. Et la science et les statistiques a besoin de quoi? De nous transformer de manière très simple, c'est-à-dire de nous attribuer des noms propres, de faire des standards de mesure, de faire un cadastre, et tout ça. Cette transformation-là, elle permet à un État centralisé de nous contrôler à distance, mais contrôler, c'est aussi pour le pire, on le sait, mais aussi pour le meilleur. À la sécurité sociale et toutes les assurances collectives qu'on a décidées ne peuvent être mises en place que via ces outils de gouvernance et de transformation, disons, de la manière dont on va percevoir les gens pour pouvoir les dompter. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais dire. Pour le moment, on discutera peut-être après disons, des autres conséquences que ça peut avoir. Merci beaucoup, Pablo. Vous voyez, alors on a eu des visions venant d'horizons divers. Et avant qu'on commence une petite discussion entre nous quatre, on peut rallumer donc chacun, les quatre intervenants, nos caméras. On va passer donc à un petit sondage. On en a 4 en tout, hein, qui va nous permettre aussi peut-être Eric peut remettre sa caméra, peut-être de vous orienter pour la discussion. Donc voilà, je débute le sondage, c'est par rapport à un des points que j'ai évoqués. Il s'agit de savoir si le terme qui décrit le mieux ce qui est aujourd'hui à l'œuvre est celui d'intelligence artificielle, de traitement d'informations complexes, complex information processing, de système de décision automatisé, artificial decision making system. Et il y a une seule réponse possible. Alors je vois un peu monter je ne sais pas, moi, je ne peux pas voter. Je ne sais pas si on va demander à chacun des intervenants ne peut pas voter, mais peut-être qu'on en parlera, on peut en parler entre nous. Déjà, si vous voulez, en remettant bien votre son pour avoir votre avis à vous, chacun des trois. Sur ce point-là, je vois que du coup, ça laisse le temps. Attendre que les gens votent pour pas trop les influencer quand même. Oui, c'est en train de monter, j'en suis à... alors, on attend un petit peu. Est-ce que sinon, l'un d'entre vous voulait rebondir sur quelque chose qui avait été dit par un autre? Moi, je suis en tout cas vraiment contente qu'on ait cet échange interdisciplinaire qui est assez complémentaire, où on voit à la fois le nouveau, mais aussi qu'il y a de la lignée temporelle longue. Eric et Pablo y ont insisté. Marilyn nous a, de façon très synthétique, expliqué ce qui se passait aujourd'hui. Donc, est-ce que l'un d'entre vous veut, c'est en train de monter, donc j'attends encore pour vous donner les résultats du sondage, dire un mot sur une présentation d'autres, ou revenir sur les 91% de personnes qui pensent que c'est effectivement
un changement d'échelle qui modifie le modèle de mise en relation des données et de traitement des informations personnelles, et pas uniquement un changement d'échelle ou un changement non significatif. Hein. C'est quand même un significatif. Marilyn, Eric, Pablo? Moi, je ne sais pas si je peux réagir à tout ça. Effectivement, moi, ça m'a donné une idée d'un éventail assez large. Ce que je voulais dire, et j'en reparlerai surtout moi tout à l'heure, c'est que des valeurs morales sont toujours inscrites dans la technique, mais ça sera une occasion ce sera un peu le point de tout à l'heure. Donc, pas oublier que une technique, qu'elle soit domesticante, j'ai bien aimé cette expression, ou pas, n'est ni neutre, ni perverse en elle-même, quoi. C'est-à-dire que les humains passent leur temps à mettre des valeurs morales, des imaginaires dans la technique. Alors, si vous voulez, comme le nombre d'utilisateurs du sondage ne bouge plus, je vais publier les résultats du sondage. Voilà. Alors, donc, on a 14% de personnes qui pensent que le terme va adapter sur l'intelligence artificielle, un tiers sur traitement d'informations complexes et une grosse moitié système de décision automatisée. Moi, je n'ai pas voté. Est-ce que chacun d'entre vous a envie de dire ce qui lui paraît le plus adapté? Est-ce qu'il aurait un meilleur mot? D'ailleurs, je serais ravie de voir s'il y aurait un meilleur mot. Pablo? J'ai vu que tu avais mis son micro en premier, pardon, Eric. Oui, je vais être bref. J'avais voté C aussi. L'intelligence artificielle, c'est quand même un terme marketing. Hein, ça, on a les sources historiques qui montrent que voilà, c'est essentiellement un terme pour vendre le concept. Et donc, traitement d'informations complexes, c'est pas mal, mais j'aime bien le C. J'ai voté pour C aussi parce qu'il y a l'idée que c'est automatique et que c'est de la décision. Et c'est souvent quand même, quand on regarde, c'est beaucoup de décisions là-dedans. Et donc, décider si un tel va aimer telle ou telle chose, décider si tel point appartient à tel ensemble ou pas, dans quelle catégorie. Il y a quand même beaucoup de décisions là-dedans. Donc, voilà, j'hésite un peu entre B et C, mais j'ai quand même décidé pour C. Alors, moi, je n'ai pas pu voter, mais Eric, je crois que tu as voté, peut-être, tu as dit que tu avais voté, donc tu as voté pourquoi? Je crois que j'ai pas pu voter, mais je serais assez d'accord avec Pablo en rappelant aussi que l'intelligence a toujours été artificielle. Hein. L'intelligence de l'humain a toujours été. L'intelligence humaine a toujours été artificielle, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui. Avant qu'on demande à Marilyn pour terminer ce qu'elle aurait voté, moi je suis vraiment assez, système de décision automatisé au traitement d'informations complexes, en tout cas, me paraissent des vocabulaires bien plus adaptés à la réalité de ce qui se produit et puis qui initierait moins de fantasmes, qu'ils soient négatifs ou positifs, que le terme trompeur, je pense, d'intelligence artificielle. Et je laisse Marilyn nous dire ce que la spécialiste. Effectivement, moi j'étais plus sur système de décision automatisé, donc on est assez d'accord pour 52%. Tout simplement parce que dans les résultats que je mentionnais dans mon diapo, effectivement les résultats ça peut être une décision. Et donc la décision des fois elle peut paraître brutale quand c'est décidé par un algorithme. Parfois, c'est utilisé aussi, par exemple, pour des systèmes de remboursement, si un avion arrive en retard, des choses comme ça. On a vu ce genre de solutions émerger. Donc, ça n'a pas que du négatif, mais ça peut aussi servir, je pense. Alors, l'idéal, c'est quand ça sert d'aide à la décision, c'est-à-dire c'est toujours sous contrôle d'un humain. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, ça peut être un médecin, par exemple, qui a besoin donc qui a besoin peut-être d'automatiser parce qu'il a moins le temps qu'avant, mais en même temps, donc d'avoir une sorte d'aide extérieure faite par la machine en quelque sorte, et ça va l'aider en fait à mettre le point peut-être là où effectivement il peut y avoir une ambiguïté. Donc quand c'est toujours sous le contrôle d'un humain, forcément c'est l'idéal, mais quand c'est que la machine qui décide, eh bien, comme on en parlera dans la deuxième partie, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une capacité de la machine à expliquer le résultat et la décision. Sinon, forcément, il y a un clash entre l'intelligence humaine qui attend justement un retour explicatif et cet algorithme qui est un peu froid et qui décide
ou non, par exemple, d'attribuer un prêt, ou enfin, que sais-je. Je suis en train de regarder le fil de discussion et je vois que, évidemment, tout le monde, enfin, que ce soit des systèmes d'aide à la décision automatisée, et c'est un très bon point, ce serait bien. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment l'usage massif qui en est fait. On est plutôt face à des systèmes de décision automatisée, d'autres, il faudrait peut-être faire en sorte qu'ils deviennent des systèmes d'aide à la décision automatisée. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ou pas? Je fais réagir Pablo, Eric. Après, est-ce que c'est dommage de laisser la décision à l'algorithme? Est-ce qu'il faut toujours mettre un humain? Après, je pense que ça dépend. C'est-à-dire, si c'est pour recommander un film, on va peut-être pas, voilà, ça dépend de la conséquence de la décision. En revanche, moi, ça me fait penser effectivement sur des domaines plus graves. Disons, cette décision-là, ça me fait penser aux indicateurs. C'est-à-dire, quand on a un chercheur et qu'on utilise des indicateurs comme le nombre de publications ou le H-index ou des choses comme ça, c'est pas tellement que ça me gêne en fait d'utiliser ce genre d'indicateurs. Ce qui est gênant, c'est pour les choses importantes comme des promotions ou voilà pas le choix d'un film. Ça, on s'en fiche à la limite. C'est bien qu'on soit aidé de manière automatique, ça me dérange pas. Quand on cède d'indicateurs comme des indicateurs bibliométriques pour les chercheurs ou des indicateurs de lycée, enfin voilà de succès de lycée, etc. Donc on connaît les limites. En revanche, ça peut être intéressant comme aide à la décision. Et donc si ces indicateurs-là sont utilisés pour enrichir l'expertise des humains et aider aux décisions, là, ils peuvent être vraiment intéressants, en fait. Et donc, il ne faut pas les rejeter directement, il faut juste bien les utiliser pour enrichir la décision et pas pour remplacer, en fait, la décision. Je parle des choses graves, quoi. À Télécom Sud Paris, il y a des experts justement qui s'intéressent à ces systèmes et à l'analyse, par exemple, d'imagerie médicale. Effectivement, tout ce qui touche autour du machine learning, ça marche, hein, faut pas le nier. Mais ça sollicite quand même énormément de données. Hein. Alors, il y a des chercheurs qui y arrivent avec des systèmes assez légers. Je sais, c'est le cas en linguistique, par exemple. Mais la plupart du temps, il faut quand même beaucoup de données. C'est pas accessible à tout le monde, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est aussi combiné, et ça c'est un problème qui me semble important pour notre débat, à une forme de privatisation des données. C'est-à-dire que il y a énormément de structures, que ce soit par exemple les chercheurs en sciences sociales ou leurs labos, même des États, qui n'ont pas accès à ce type de données. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est Maurice Baud qui faisait la remarque, c'est que globalement, 90% de l'investissement dans l'intelligence artificielle, entre guillemets, est produit par des grandes entreprises qui veulent simplement maximiser leurs bénéfices publicitaires. Bon, voilà, ça c'est un point. Mais sinon, c'est bien. Oui, peut-être juste un tout petit mot, c'est la grande différence. Disons, je parlais de continuité avec les statistiques qui nous ont transformés, qui étaient déjà, ont rassemblé énormément de données. Et vous voyez que statistique, ça renvoie à État, alors qu'aujourd'hui, ceux qui centralisent les données, c'est plus vraiment l'État, en fait. Et donc ça, c'est une discontinuité majeure, et Eric a raison. Voilà. Oui, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour notre première session. Je vois qu'il y a des choses sur le fil de discussion, mais on pourra reprendre justement, parce qu'on aura un peu plus de temps en débat une fois, et puis comme ça, on aura déjà posé un peu tous les jalons qu'on voulait poser. Et donc, qu'on passe du coup à notre deuxième session, parce qu'on va poursuivre, hein, puisque c'est le même sujet qu'on essaye d'approfondir. Donc, qu'est-ce que le big data et l'utilisation des algorithmes changent en particulier pour le traitement des informations personnelles? Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et là, face à ces risques, c'est notre deuxième session, face à ces risques pour la confiance dans le numérique, quel type de réponse? Alors, on va avoir deux sondages. C'est Jensen qui va ouvrir. Un premier sondage que je vais vous proposer tout de suite. Alors, c'est en préparant cette séance, on s'est dit que vu le sujet, il était plutôt intéressant d'avoir votre retour sur ce point d'actualité. Donc, vous pouvez répondre. Il y a deux slides. Donc, il faut que je débute le sondage. La première question, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut télécharger l'application Stop Covid? Et dans la deuxième slide, on va vous proposer un menu de réponses. Alors, je vois que là, ça répond très vite.
on réservera, si vous voulez, ce sujet-là pour une partie du débat final, si vous le souhaitez. Mais ça nous a paru intéressant d'avoir le retour des participants sur ce sujet. Je vois que ça. Alors, on a un nombre de réponses assez qui monte. Je vais pouvoir publier très très vite les résultats puisque maintenant c'est stable. Et donc, je publie. 73% pensent qu'ils ne faut pas télécharger l'application Stop Covid. Donc, ça me fait 3/4. Je vais passer à la diapositive suivante qui, je vais ouvrir, vous propose d'expliciter un peu les choix. Alors, on est désolé, mais la technique à ce stade ne permet que, en échange, en webinaire, une seule réponse. Quelle est votre raison prioritaire qui vous fait considérer que oui, il faut télécharger ou que non, il ne faut pas télécharger? Est-ce que c'est parce que c'est efficace? Est-ce que c'est parce que c'est recommandé, si vous pensez qu'il faut télécharger? Et non, si c'est non, vous pensez qu'il ne faut pas télécharger, est-ce que c'est parce que vous avez en priorité des doutes en termes de protection des informations personnelles ou en priorité des doutes sur l'efficacité de l'application? Alors moi, je n'ai pas la main pour répondre, mais je pense que tous les autres peuvent répondre. C'est en train de répondre. J'attends que le nombre de répondants se stabilise et puis on va lancer après le débat sur les présentations de la deuxième partie. Et c'est Pablo Jensen donc qui va débuter. Et si vous voulez bien commencer à poser vos questions au moment du troisième intervenant, après la troisième intervention de la deuxième partie, ça nous permettra de bien les suivre sur le fil de discussion et d'arriver, puisqu'on a prévu quand même un temps d'interaction assez significatif à la fin avec vous. On est désolé via le fil de discussion, puisque techniquement, ce n'était pas possible de faire autrement. Ce serait parfait. Et donc, maintenant que c'est stabilisé, je vais pouvoir publier les résultats du sondage. Alors voilà. Donc, 50% des gens pensent qu'ils ont des doutes sur l'efficacité de l'application. Un tiers. Alors, il faudrait pondérer, mais vous, c'est plus les doutes sur l'efficacité de l'application que les doutes sur la protection des informations personnelles. Et c'est plus les raisons d'efficacité que de recommandation qui plaident dans le cas du téléchargement. Moi, j'en reste là à ce stade, et c'est Pablo Jensen qui va prendre la parole pour donc cette deuxième, Pablo Jensen pour cette deuxième série d'exposés, et après nous continuerons et on ouvrira le débat. Alors, je vais essayer d'aller vite, en fait, parce que disons, mon message est relativement simple. Et le sondage était intéressant. J'avais demandé effectivement qu'on introduise ça. Alors, ma question était plutôt, est-ce que vous l'avez téléchargé ou pas? Il me semblait que c'était... Enfin bon. Okay, oui, mais simplement en termes de, non, mais respect des personnes. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'est focalisé sur l'efficacité ou pas. Effectivement, là, les réponses. Alors, majoritairement, les gens l'ont pas téléchargé en pensant que c'était pas efficace, ce qui est quand même assez paradoxal parce qu'en gros, l'application peut devenir efficace si tout le monde la télécharge. Donc, si personne ne la télécharge parce qu'il pense que c'est pas efficace, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Clairement, ça. Bon, à part ça, mais disons ça blague à part. Moi, ce qui me semble important, c'est que le débat sur Stop Covid, mais en général sur ce genre d'application ou le numérique, se focalise beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que parmi les autres intervenants, là, je crois que vous avez été assez actifs là-dessus. Vous avez publié des tribunes en critiquant Stop Covid. Et pour faire que ce soit un débat un peu plus rigolo et un peu plus animé, je vais prendre le contre-pied de ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup de gens se focalisent tout de suite sur le numérique, les données personnelles, sur la vie privée, sur, enfin, vous voyez, tous les inconvénients et toutes les critiques qu'on peut faire et qui, en partie, sont justifiées, hein, bien sûr. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le fait que ce soit les entreprises privées essentiellement
qui ait la main sur les données, c'est pas innocent, c'est pas anodin, et c'est très bon, voilà. Donc ça, dont acte. Mais j'ai peur que si on critique le numérique constamment comme ça, on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que est-ce que la question, ce n'est pas plutôt de dire, il faut qu'on développe un service public numérique? C'est-à-dire, est-ce que le débat, est-ce qu'on a un problème avec le numérique ou avec le politique? Dans le fond, c'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est le numérique qui est intrinsèquement mauvais parce que ça nous bouffe des données personnelles et ça, voilà, et ça renforce le pouvoir des centres. Donc, en partie, c'est vrai, mais je pense que la priorité quand même, hein, au moins pour lancer le débat, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que la priorité, ça devrait être de définir un monde commun vers lequel on a envie d'avancer. Par exemple, est-ce qu'on a envie d'améliorer notre santé grâce aux outils du numérique? Et à ce moment-là, essayer de construire un service public qui utilise le numérique pour avancer et que le numérique soit un moyen au service d'un projet politique global et pas qu'on se concentre que sur le numérique. Alors évidemment, je dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts, mais si on n'a pas cette volonté de créer, disons, d'utiliser le numérique comme un moyen vers un but, je crois qu'on loupe quelque chose d'important. Et Stop Covid, avec tous les défauts que ça avait quand même l'intérêt d'être une application qui était développée par l'INRIA, au service, a priori, quand même de la santé. Et les gens qui critiquaient le fait qu'avec ça, on allait être fliqué ou qu'on allait être suivi, etc., je veux dire, ça représentait peut-être 1/1000 de tout ce qu'on est fliqué déjà par le fait qu'on est sur Google, qu'on a un smartphone, en fait. Donc, ça rajoutait pas grand-chose à notre flicage, mais ça représentait quand même, disons, le but de Stop Covid était quand même un but essentiellement louable. C'est ça que je veux dire. Et donc, concentrer ces critiques sur Stop Covid, sur les données personnelles, hein, je veux dire, mes chers collègues, ça me semblait, voilà, louper un truc. Et donc, voilà, je lance le débat là-dessus. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on intervertisse un tout petit peu ce qui était prévu et qu'on fasse un tout petit débat entre nous là sur ce point-là avant que j'intervienne sur et qu'Éric et Marilyn interviennent sur ce qu'ils avaient prévu de faire. Je vais dire 2 mots, moi, en réponse à Pablo, puisque je fais partie des gens qui ont écrit avec Éric et avec Marilyn dans différentes enceintes. C'est qu'on s'est manifesté contre Stop Covid, mais en disant bien qu'on était pour, en revanche, les brigades sanitaires gérées par et les systèmes informatiques gérés par le ministère de la Santé, qui permet de retracer les gens dès qu'ils sont considérés comme étant malades. Donc, il y a une partie sur laquelle on a dit qu'elle était légitime. Stop Covid, c'était complètement autre chose que ce qui permet de retracer les cas avérés de Covid, leurs différents contacts précédents. Donc, je pense qu'il faut vraiment… Donc, ce n'était pas du tout l'idée de dire que la technique n'avait pas d'intérêt dans cette situation-là, mais c'était l'idée de dire qu'en revanche, il pouvait y avoir, et là, je vais peut-être laisser Éric et Marilyn compléter, et des problèmes d'efficacité et des problèmes de données personnelles sur Stop Covid. Lequel, Marilyn, Éric, dans l'ordre que vous voulez. Oui, j'ai mon micro allumé, donc… oui, Pablo, cher monsieur, on se devrait se vous voyez, c'est facile, effectivement, d'amener le débat en ces termes. Je crois que c'est pas du tout ce qu'on a fait, mais tu as raison, il faut bien polémiquer, sinon on n'avance pas. À aucun moment, je crois qu'il a été écrit que le numérique était intrinsèquement mauvais, puisque tu connais, c'est tout mon argumentaire, ça consiste à dire que l'écriture, le numérique, c'est l'écriture contemporaine. Si on commence à dire que l'écriture c'est mauvais, là on commence à être mal. Je pense aussi qu'on a énormément insisté sur la notion de contrat social. En l'occurrence, ce qui nous semblait important, c'est, et tu l'as très bien dit aussi, mais peut-être en termes un peu rugueux, c'est que il semblait important d'avoir 2 modèles en tête. C'est un qui soit plutôt focalisé sur la vie de l'espèce, c'est-à-dire limiter le nombre de morts, etc., etc., pour Stop Covid comme pour le traitement un peu général de la pandémie, et 2, aussi l'égale dignité de chacun et des personnes, quoi. Et que dans le solutionnisme qui consiste à faire appel au numérique
en tant que nouvelle technologie, en rien de numérique, il y a quelque chose qui focalise plutôt une modalité du contrat social sur le fait que nous sommes tous des petites billes qui interagissent et qu'il faut savoir modéliser, au détriment d'un réel contrat social fondé sur une démocratie, sur un débat, etc. L'autre point sur lequel on avait insisté aussi, du moins dans l'article sur la revue parlementaire, c'est que la manière de présenter Stop Covid comme une solution absolument idéale était aussi un moyen de faire baisser la garde des gens par rapport à d'autres choses qui sont infiniment plus dangereuses, dont notamment pour nos données personnelles, comme ce qui est développé par les GAFAM & Co. Donc, je pense que la notion de contrat social était particulièrement présente. Il n'y avait rien du tout sur une mauvaiseté innée du numérique, et j'en reparlerai tout à l'heure. Merci, tu me permets de faire une introduction. Et je pense effectivement que la question, c'est d'inviter à construire un débat sur effectivement l'intérêt de ces indicateurs, même si on sait, et j'en ai parlé ce matin en plus devant les militaires, c'était très amusant, que l'INRIA a mouillé sa chemise dans ce domaine, et qu'il y a des gens, par exemple, il y a un labo qui s'appelle Privatix qui a mis le plus de ce qu'il savait pour effectivement garantir des anonymisations de qualité, etc. Mais ceci, il y a aussi quelqu'un qui a fait remarquer ce matin que, effectivement, même si l'État bétonne, excusez-moi l'expression, en matière de privacy, Bluetooth, c'est une technologie qui est un peu fragile. Du coup, il peut toujours y avoir des logiciels tiers qui s'approprient les données qui passent par Bluetooth pour les envoyer dans un pays étranger. Marilyn? Oui, alors c'est vrai que le problème est de plusieurs ordres. Tout d'abord, on n'a pas vu de cahier des charges clairement établi par rapport aux besoins. Donc c'est vrai, quand on parle de technique, nous, ce qu'on aime, c'est avoir un cahier des charges précis en entrée. Quelle est la distance? Est-ce qu'il faut qu'elle soit précise? Donc là, il y a toute une polémique sur la précision. Donc l'utilisation de Bluetooth n'est pas forcément pose un certain nombre de problèmes justement de garantie en matière de précision. Et puis, il n'est pas précisé non plus quel est le pourcentage de la population qui nécessairement doit être porteur d'une telle application en fait, parce qu'il faut bien se rendre compte que quelqu'un qui porte dans son smartphone ce type d'application, qui l'héberge, eh bien, elle n'est efficace que si elle rencontre d'autres personnes également porteuses de cette application. Et donc, il faut forcément qu'il y ait une certaine couverture qui soit obtenue en fait pour que ça devienne efficace. Donc là aussi, on a il faut qu'il y ait une bonne couverture, et aujourd'hui, on n'est pas capable non plus de savoir quel pourcentage précisément doit être obtenu. Et puis le deuxième point, c'est le problème de souveraineté, c'est-à-dire que et derrière, il y a, on va dire, deux éléments. Il y a le problème de, quel est le type de données qui se trouve collectées? Est-ce que les données effectivement collectées par cette application, c'est abusif? Donc, je ne sais pas, il y avait l'adresse IP, par exemple. À quoi sert cette information? À quoi sert sa collecte? On peut s'interroger là-dessus. Et la deuxième chose, c'est qui stocke, en fait? Chez quel fournisseur cette information est stockée? Donc, l'ensemble des données liées à l'application Covid, et l'ensemble des données collectées de façon supplémentaire et dont on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, il y a toutes ces interrogations qui font qu'effectivement, la protection des données ne paraît pas remplie. Et donc, l'INRIA, en fait, pour préciser, elle a développé elle a conçu le protocole, mais après, elle ne s'est pas chargée de développer elle-même l'application. Pablo, Jensen, est-ce que une réaction ou on passe du coup à la suite du déroulé? Oui, très, très rapidement. Enfin, je n'oppose pas du tout. Enfin, donc il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que je propose pas du tout que Stop Covid va être le miracle qui va nous sauver du Covid. Donc il faut effectivement développer le recensement de cas et les équipes qui accompagnent, les équipes humaines qui vont tracer les contacts, qui sont plus fiables d'ailleurs que Stop Covid, c'est clair. Mais disons, ce que je voulais quand même faire noter, c'est qu'au-delà de tous ces problèmes techniques, ce qui m'agace un peu, c'est un peu, disons, que
disons, quand on entend numérique, on pense d'abord aux inconvénients et on a du mal, je trouve, à accepter l'idée que le numérique pourrait être un des outils dans le contrat social, quoi. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est qu'il faut garder en tête que le numérique c'est aussi un outil et qu'on a perdu un peu de vue quand même, mais pour des raisons qui sont compréhensibles historiquement, mais disons la confiance dans un gouvernement et dans un bien commun qu'on pourrait définir et pour lequel le numérique pourrait aider, quoi. Voilà. Mais voilà, je referme la parenthèse, mais voilà, je me dis que j'ai bien fait de l'ouvrir quand même. On la reprendra cette parenthèse, je pense, dans le débat final. Si vous voulez bien, moi, je vous fais la présentation puisque je devais parler après Pablo, que j'ai prévu pour essayer de répondre face à ces risques pour la confiance dans le numérique. Quel type de réponse? Et puis après, Éric Guichard interviendra, Marie-Line Laurent. Et à ce moment-là, après, on va prendre vos questions après. Et peut-être dans ces questions-là, reviendra-t-on sur cette question d'actualité du Stop Covid. Alors, quel type de réponse? Moi, ce que je voulais vous dire comme première réponse, c'est de ne pas se tromper de définition de l'homme. J'ai mis ici deux définitions sur la slide de l'homme différentes. La première est celle d'Aristote, dans L'art ou les politiques. L'homme est un animal politique. Définition on ne peut plus connue et puis qui n'est pas sans rappeler le tigre de Pablo Jensen de tout à l'heure, avec une dimension supplémentaire qui est celle de l'agir collectif, même s'il y a beaucoup de discussions pour savoir si les animaux n'ont pas finalement eux aussi beaucoup un agir collectif. La seconde définition, c'est celle de Descartes, non pas dans sa formulation la plus connue qui est cogito ergo sum, mais dans celle des méditations métaphysiques. Qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? Une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. C'est la version écrite avec l'orthographe de l'époque de René Descartes. On voit bien par rapport à ces deux types de définitions de l'homme, toutes les deux fort recevables, et qui peuvent d'ailleurs être, à mon avis, complémentaires, que le traitement algorithmique ou le traitement d'informations complexes ou les systèmes de décision automatisés, sur la manière dont on choisit de les appeler, sont assez réducteurs par rapport à ce que je viens d'expliquer, de donner comme définition de l'homme. Certes, on peut produire les résultats en utilisant ces systèmes. Il est toujours possible de produire quelque chose en termes de résultats, mais c'est je reprends la métaphore de Pablo Jensen de tout à l'heure, c'est en domptant tellement l'animal, pensant et social, qu'il perd sa substance, qu'il n'étant plus ni pensant, ni social, ni même plus animal. Donc, il ne s'agit pas non plus, et ce n'est pas l'objet de mes recherches, ni celle de la chaire, d'avoir une vision manichéenne de la technique en disant qu'elle n'apporte rien de positif et que ce que Francis Jutan, qui est intervenu en introduction, appelle la métamorphose numérique, n'a pas de portée ni de portée positive, bien au contraire. Mais il faut arriver à savoir dans quelles conditions cet apport positif est acceptable au plan scientifique, au plan de la solidité des résultats de ce qui est avancé, et puis au plan ontologique de la conception de la personne qui est en jeu. Et il me semble que, d'ailleurs le premier sondage en donnait quand même très bien l'illustration, force est de constater que l'avènement du traitement automatisé et apprenant des données massives, surtout la place qu'il a prise dans notre accès au réseau, au numérique, quand on va sur Internet, change la donne. Et les résultats de l'enquête menée en partenariat par la chaire et Médiamétrie, qui ont été publiés en octobre dernier, que je vous invite à regarder sur le site de la chaire, font état vraiment d'un sentiment à la fois de défiance et d'impuissance des personnes face au traitement de leurs données personnelles. Et on se situe un peu à un moment où les internautes pourraient souhaiter, je sens, suivant ce sujet depuis les années 95, se détourner des solutions clés en main qui leur sont proposées au profit de ce qu'était le World Wide Web des débuts, avec ses solutions décentralisées et ouvertes, dont, sous une certaine mesure, Wikipédia est un enfant et Facebook œuvrant avec Cambridge Analytica l'antithèse.
Et aujourd'hui, les deux sont présents sur les réseaux. Et si les jeunes préfèrent WhatsApp à Facebook, c'est le même groupe qui les gère, et WhatsApp et Facebook. Donc, d'où la question, comment, enfin, celle que je veux poser aujourd'hui, hein, notamment pour les acteurs économiques, comment se positionner? Comment assurer la confiance sur les réseaux dont on a vu, notamment durant le confinement, le rôle qu'ils peuvent remplir. Et sous un angle philosophique, en pensant encore à Karl Popper, mais aussi à Descartes, me semble qu'il est, pour le coup, très difficile de définir la confiance de façon positive. C'est la méthode poppérienne et la méthode cartésienne, c'est de retourner le problème. Mais qu'en revanche, donc c'est comme ça que je retourne le problème, on peut définir ce qu'elle n'est pas, et lui donner ainsi un son contour. Les données massives et le traitement algorithmique doivent pouvoir être utilisés sans générer de la défiance ou encore la méfiance. C'est ça que je vous proposerais comme idée. C'est-à-dire qu'ils doivent être utilisés d'une façon à la fois solide au plan des types de modèles utilisés et ouverte au plan de la définition de la personne en cause. Et bon, évidemment, face à ces deux défis, il y a des progrès importants qui restent à accomplir. Je n'ai pas le temps de développer énormément, mais je vais quand même un tout petit peu donner des éléments d'explication. D'abord sur la scientificité des modèles utilisés. Je vous renvoie à cet égard à un dossier dans la revue Le Débat où en novembre 2019, Daniel Andler, Marc Mézard, Jean-Gabriel Ganassia et moi-même avons, comme l'avait fait Jean-Pierre Dupuis avant, discuté l'idée avancée par Chris Anderson, rédacteur en chef de la revue Wired en 2008, qu'il était temps de se demander ce que la science pouvait apprendre de Google et que le déluge d'informations rendait la méthode scientifique obsolète. Bon. Certes, il est intéressant d'avoir plus de données, mais il faut toujours savoir ranger ces données correctement et ne pas reproduire le futur à l'image du présent, comme le fait par exemple le logiciel d'embauche d'Amazon qui discriminait les femmes sur les postes de cadre parce qu'elles étaient sous-représentées dans l'échantillon de référence. C'est des biais, il y a des multiples biais possibles. Et un autre point scientifique de base, c'est, je pense que les physiciens ne me contrediront pas, ni Marilyn, c'est pas la quantité de données qui préjuge de leur qualité. Plus, ce n'est pas nécessairement mieux. Il faut des bonnes données d'abord. Il faut pouvoir annoter ces données. Enfin, je vais aller assez vite sur le dernier point, mais qui est un point important aussi important que le premier, mais je pense que les deux doivent aller de pair, si on veut définir ce que pourrait être, moi j'utilise peu le mot, une éthique du numérique, la définition de la personne utilisée. Moi j'aime bien renvoyer à un texte juridique qui est celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit « Nul ne sera l'objet d'une action arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ». C'est l'article 12. Ça peut avoir des conséquences en fait très pratiques. L'idée pour ne pas pouvoir générer de défiance ou de méfiance, respecter la vie privée, traiter l'homme en tant que personne dotée d'un libre arbitre, ça fixe, à mon avis, un certain nombre de bornes au traitement automatisé, savoir jusqu'où on peut aller en termes d'automatisation, quand est-ce qu'il faut faire intervenir une décision humaine, par exemple. Et ça, quelle que soit la profondeur et la subtilité des instruments de mesure utilisés, parce que je ne nie pas que les instruments aujourd'hui utilisés ont de la profondeur et parfois beaucoup de subtilité. Deuxième conséquence pratique, faciliter, et je pense que Éric Guichard parlera d'autres types de conséquences pratiques auxquelles je tiens beaucoup, mais moi je me limite à cette deuxième conséquence pratique, faciliter pour les personnes l'usage de leurs droits digitaux, notamment du droit de ne pas être, de choisir, de ne pas recevoir de messages, de ne pas être profilé. Pour l'instant, c'est un droit, mais l'usage de ce droit est très compliqué parce que vous devez sur chaque session, quand vous ouvrez chaque site, choisir vos préférences. Parfois, en plus, après, vous avez des déconvenues. Faciliter cet usage-là en permettant, par exemple, que pour une session web, vous puissiez choisir votre profil et que ce soit obligatoirement mis en œuvre
par les sites que vous allez utiliser. Donc, il y a de la place pour, à partir de principes un peu généraux, les décliner de façon très pragmatique, car il me semble que dans la durée, les acteurs qui inspirent la confiance sont ceux, et plus que la défiance ou la méfiance, sont ceux qui auront plus de chances de s'installer. Je m'arrête là. Et maintenant, c'est Eric Guichard qui va continuer et on va passer à son diaporama qui s'affiche. Voilà, merci. Donc, ça me permet, je vais finir par être aussi très concret comme vous, Valérie, mais je voudrais quand même faire une petite introduction par la question des valeurs de la technique, c'est-à-dire pour redéfinir un petit peu la confiance qu'on peut avoir dans le numérique. Il s'agit de ce qui se passe, c'est que globalement, on voit le numérique comme une technique spécifique, et je voudrais un peu élargir le débat en rappelant que il y a, et ça va faire retour à ce qu'on disait tout à l'heure, une technique, si je le dis simplement, est truffée de valeurs morales. Et ça a toujours été comme ça depuis l'invention de la hache jusqu'à aujourd'hui, et ça ne changera pas. Elle est aussi truffée d'imaginaire. Le débat sur Stop Covid, globalement, n'interdit absolument pas le fait qu'il y a un imaginaire qui nous fait plus ou moins croire, même si on critique Stop Covid, que Stop Covid peut nous soigner. C'est-à-dire il y a un imaginaire par rapport à la technique. Il y a aussi de l'idéologie qui est portée des fois par la technique et qui des fois l'accompagne. Ça fait une vingtaine d'années que l'on entend que l'Internet puis le numérique va faire advenir le savoir, la paix et la démocratie dans le monde. Là, on réalise bien qu'on est dans un régime complètement idéologique qui auquel on a plus ou moins cru à certains moments et qui est pas très très efficace si on regarde l'état du monde actuel. Ce qui me semble important, un dernier point aussi, le fait que beaucoup de fois, notamment, et on va le dire sans critique, que de la part du gouvernement actuel, mais aussi des précédents, numérique est associé à start-up, c'est-à-dire que globalement, il y a l'idée que on peut reconstruire l'économie de la société par des initiatives individuelles qui sont liées au capitalisme, et ceci avec le fer de lance de la technique et le numérique, c'est quelque chose qui est très présent, quoi. Il n'y a pas de valeur absolue dans la technique. Je ne vais pas reprendre les critiques classiques de Heidegger qui disait qu'à un moment elle va dépasser l'homme, etc. Ça, c'est pas cohérent. Il y a en revanche, je l'exposais tout à l'heure, la possibilité très facilement de dire voilà, je vais faire une technique qui permet cette chose ou qui permet pas, comme on le faisait au 19e siècle avec les machines textiles qui montent à hauteur d'adultes pour que les enfants puissent plus travailler en usine, quoi. Donc tout ça signale le fait que une technique est toujours truffée de valeurs morales et aussi d'imaginaire. Et donc la confiance en le numérique, elle doit prendre ça en point, mais ça renvoie aussi à une autre question, c'est est-ce que la technique est objectivable? Là, Pablo, je vais encore polémiquer avec plaisir, je disais, je suis d'accord avec toi, le numérique est un outil. Ben non, c'est pas un outil numérique, quoi. Et je voudrais insister un peu sur ce point-là, en disant que si la technique est objectivable, si c'est un outil, par exemple, ben c'est un mauvais outil, alors à ce moment-là, on le jette, quoi. Et sinon, on peut lui faire le procès. Regardez l'ensemble des techniques qui nous environnent. Il y en a énormément qui nous sont intimes, hein, de nos médicaments aux lunettes que nous portons tous, aux vêtements, etc. Un bon exemple de technique, c'est l'écriture. Hein, on fait un peu toujours la même chose, on l'apprend, on est vraiment dans de logique répétitive, de recettes, etc. Et en même temps, c'est une technique réflexive qui ouvre sur la culture, quoi. Donc, on peut aller encore plus loin, comme on le disait tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. L'intelligence a toujours été outillée, elle a toujours été artificielle. Ce qui veut dire, des philosophes comme Gilles Gaston Granger le prouvent, et de manière un peu plus fine que Leibniz, mais Leibniz le pensait assez bien aussi, la pensée, elle est technique. Donc tout ça pour essayer de montrer à quel point la technique est quelque chose qui nous est particulièrement intime, et essayer de supposer qu'on pourrait avoir confiance ou pas confiance en un numérique qui serait mettable à distance est un peu problématique.
quoi. Et du coup, ça me permet quand même de rebondir sur la notion de confiance en disant, j'aime pas trop le terme, j'aime pas faire le procès de la technique, et je pense qu'on est aussi dans des logiques où, effectivement, comme la pandémie nous l'a montré, on est plutôt dans une dynamique de réparation qu'autre chose. Donc, pour ces questions de confiance dans une facette du numérique actuel, qui n'est pas celui de 2008, par exemple, qui n'est pas non plus celui des gens qui boycottent la majorité des instruments que nous évoquons, il y a évidemment des choses à faire. On limite les abus, on sanctionne les coupables, etc. Et ça, il faut retrousser ses manches et oser le faire. Je ne vois pas pourquoi il y a des personnes ou des organisations qui pourraient être au-dessus des lois. Alors, je rappelle, je voulais en parler plutôt à la fin, mais tout de suite, ici, vous avez par exemple le chiffre d'affaires en milliards de dollars de Apple, c'est 266 milliards, le budget de l'État français, c'est 300 milliards. Il faut comprendre qu'on a là des organisations qui ont un pouvoir financier, pas possible. Hein. Apple, c'est, je sais plus combien, le nombre d'employés, le nombre de salariés, on est à 132 000. L'État français, il y en a 4 millions. Donc, il faut quand même les payer, ces gens-là. Il faut payer les hôpitaux, les écoles, etc. Donc, je me dis que parmi les solutions qu'on peut trouver, ça renvoie un peu à ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est prendre le numérique comme objet politique, c'est-à-dire on dit que l'homme est un animal politique. Le numérique, comme la technique, c'est notre habit, c'est notre second peau, c'est quelque chose qui renvoie à l'écriture. On va pas jeter l'écriture, ou alors, moi je pense qu'on basculerait dans une incohérence pas possible, mais prendre le numérique comme objet politique, ça veut dire assumer le fait qu'il y ait des valeurs dans la technique, qu'on puisse en insérer de nouvelles, notamment pour un contrat social, ou les affiner sinon, éventuellement penser le lien entre technique et culture, et comprendre aussi que là, dans certaines incidences du numérique actuel, il y a des opérations de formatage de pensée, via, par exemple, le fait qu'on ait des réponses spécifiques selon nos profils, etc., etc. Accessoirement, si vous voulez faire l'expérience, vous regardez la 200e réponse à la question chat sur Google, et vous découvrirez assez rapidement qu'il n'y a que 233 réponses. Donc, Google vous ment. Alors, pour être plus précis, moi, je propose qu'on multiplie les initiatives du genre règlement général de la protection des données et ne pas oublier qu'on peut changer de modèle économique. Le cas encore, et il y a plein de cas de figure comme ça, mais des enfants qui ont été interdits de travailler dans les usines textiles du 19e siècle aux États-Unis, mais globalement, il y a eu un autre modèle économique. Il paraît qu'en plus que les adultes travaillaient beaucoup mieux que les enfants. En fait, les entreprises étaient satisfaites. En changeant ce modèle économique de la pseudo-gratuité, je pense qu'on peut faire ça en 10 ans et personne ne se retrouvera sur le quai. Dire quand même, je suis jeune papa, quand j'ai vu déferler sur Internet de la pub pour des enfants de 2 ans, je peux vous avouer que j'avais pas très envie d'être gentil avec la personne qui avait eu cette idée et qui faisait ces métiers. Et alors, continuer aussi, ça veut dire être solidaire avec les illettrés du numérique. Nous sommes tous peu ou prou des personnes qui ont des bonnes compétences dans le domaine. On sait lire, écrire, manipuler des fichiers assez conséquents, trouver de l'information, la synthétiser, pouvoir produire une pensée critique, etc. Et je pense qu'un des enjeux énormes, c'est effectivement de faire en sorte qu'on ait des lettrés du numérique un peu partout et que ça se fait. On apprend bien aux enfants à écrire et à lire. On apprenait bien aux enfants à lire et à écrire avec des stylos, avec des crayons, etc. Il faut leur apprendre à lire et à écrire, à compter, à dessiner, etc. avec ces outils-là qui, on pourra en parler dans le débat, mais c'est exclusivement quelque chose qui relève du régime de l'écriture. Et là, c'est quelque chose qui effectivement permet de redéployer un contrat social où il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient d'abord faire les choses, les lire, les analyser, etc., mais aussi déployer une pensée critique, comprendre qu'effectivement, même si nous-mêmes on se protège en matière de privacy, ça peut être intéressant d'être solidaire, d'essayer de faire en sorte que des personnes un peu moins armées puissent aussi se protéger. Et je voudrais peut-être conclure en ouverture de 2 manières. La première, c'est très longtemps, il y avait, on va dire un peu simplement que il y avait effectivement une sorte d'idéologie néolibérale
une vulgate néolibérale attachée à des formes numériques en France au moins dans les années 2000-2015. N'oublions pas que la Covid-19 nous a rappelé un peu quelques leçons de démocratie dans la mesure où on se rend compte que pauvres ou riches, alors plus vieux que jeunes, etc., mais on peut attraper cette maladie et la transmettre, et que c'est peut-être mieux d'être un peu solidaire de tout le monde pour éviter ces méfaits. Et que de toute façon, le monde, il faudra bien le changer, parce que non seulement on a la pandémie, on a le réchauffement climatique, etc. Donc, imaginez qu'un jour, l'ensemble des paquebots idéologiques, je crois, majoritairement, on pourra affiner les choses, mais qui pilotent un petit peu l'économie et le politique actuel, vont devoir changer de stratégie, qu'il va falloir manipuler le gouvernail, ça me semble être une bonne idée, et ça me rend un peu optimiste, après tout, c'est bien effectivement de travailler ensemble à un contrat social où on est tous éclairés, on s'écoute les uns les autres, et on essaye de construire des sociétés qui soient pleinement solidaires et heureuses de l'être. Merci beaucoup, Eric, pour cette dernière intervention. Je donne la parole à Marilyn, après Laurent. Après, on aura un petit sondage et on va se garder un petit moment donc, de discussion. Marilyn. Oui, merci. Bah, moi, en fait, je reviens à, comment dire, à l'idée générale que je vous ai présentée au début. Et l'idée, c'est de vous présenter quelle technologie pour plus de confiance. Donc là, je fais un petit clin d'œil aussi à, disons, à l'ouvrage qu'on a publié l'année dernière et dont l'idée était comment peut-on forcer finalement le numérique à mettre en œuvre des mesures qui soient protectrices de la vie privée, et ce uniquement par la technologie. C'est-à-dire, on ne s'appuie pas sur le droit, on ne s'appuie pas sur ce genre de choses. Voilà. Est-ce que la technologie peut forcer l'application et la préservation de la vie privée, en fait, tout en maintenant des modèles économiques qui sont basés, par exemple, sur la personnalisation de services. Donc, le livre, il est téléchargeable sur le site de la chaire. Ceci étant dit, eh bien, donc il y a plusieurs techniques qu'on peut trouver dans cet ouvrage et dont certaines je vous présenterai ici. En particulier, la première, c'est le bruitage. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est basé sur des aspects statistiques où on vient en fait ici émettre non pas les préférences brutes et réelles de la personne, mais de temps en temps, on vient y ajouter du bruit. Alors, quand je dis du bruit, c'est des informations qui sont fausses, ou c'est des informations qui peuvent être généralisées par rapport au profil de l'utilisateur. Une fourchette d'âge plutôt que l'âge. Si elle aime, par exemple, je disais tout à l'heure, les séries scandinaves, eh bien, de temps en temps, on pourra dire autre chose. Elle aime les séries américaines. De telle sorte que l'algorithme qui collecte ces données, eh bien, n'est pas un profil exact, mais un profil, comme on dit, bruité. Donc ça, c'est une première solution. L'idée étant, bien sûr, que le bruitage ne soit pas trop fort pour que l'utilisateur, enfin Alice, récupère toujours des recommandations qui soient d'intérêt pour elle. Donc ça veut dire qu'ici, la classification qui se fait d'Alice par rapport à des profils d'autres utilisateurs, eh bien, reste toujours valable. Et par contre, que l'algorithme, lui, ne connaisse pas un profil très fin de l'utilisateur. Donc c'est comme si on le désinformait de temps en temps pour ne pas qu'il sache tout de notre vie. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est un sujet qu'on étudie à Télécom Sud Paris et sur lequel voilà, on fait des recherches là-dessus. Un autre sujet qu'on n'étudie pas forcément à Télécom Sud Paris, mais qui me paraît aussi intéressant de préciser ici, c'est je vous ai parlé qu'ici les informations des utilisateurs, les expériences sont utilisées au sein donc d'un algorithme de machine learning, et donc tout ça repose bien sûr sur des données personnelles. Et donc l'idée, ce que font actuellement des chercheurs, c'est utiliser des algorithmes de chiffrement homomorphes, de telle sorte que les données qui sont poussées ici dans l'algorithme soient chiffrées, que l'algorithme puisse toujours effectuer son système de recommandation. Donc, je parle de système de recommandation, mais c'est tout type de traitement en fait, hein, et de telle sorte que l'algorithme n'apprenne pas, mais puisse toujours avoir sa fonction principale utilisable et efficace, en fait, performante. Donc voilà. Et donc, il y a d'autres solutions, bien sûr, qui existent.
donc ne sont pas nouvelles, hein. La transparence, par exemple, des algorithmes. Tout simplement, on va libérer le code et le mettre à disposition de la communauté scientifique pour qu'il puisse être évalué, jugé par des experts. Donc ça, c'est pas nouveau. Bien sûr. Il y a la blockchain aussi, donc qui est réputée comme étant une technologie de confiance et dont on a fait tout un débat en fait au sein du livre justement sur les signes de confiance. Et donc pour savoir est-ce que c'est réellement une technologie de confiance. Donc il y a du pour, il y a du contre. Et puis le dernier point, c'est l'intelligence artificielle explicable. Donc j'en ai touché 2 mots tout à l'heure. C'est comment un individu qui se voit en sortie de l'algorithme, eh bien soumis à des décisions de cet algorithme, eh bien comment on peut lui expliquer finalement que cette décision a été prise pour telle ou telle raison. Et donc il est important aussi de faire un retour finalement à l'utilisateur et pas simplement avoir une décision froide comme un couperet qui s'applique à lui. Et donc de pouvoir expliciter justement ce type de traitement et de décisions qui sont prises à son encontre. Merci beaucoup, Marilyn. C'est très éclairant sur les aspects techniques. Alors, il y a un dernier sondage, donc on passe à la conclusion, mais il va vous paraître un peu simple. Donc, je ne sais pas si finalement, je vais quand même le mettre, mais voilà, donc c'est ABCD. Voilà, c'est un petit peu la conclusion de ce que nous, on a développé. Est-ce que l'usage des données massives et des traitements algorithmiques améliore la protection des informations personnelles? Moi, je voulais rester neutre, hein, c'est possible que vous pensiez que ça améliore. Et neutre sur la protection des informations personnelles, rend plus difficile la protection des informations personnelles, met en péril la protection des informations personnelles et transforme la notion d'information personnelle. Donc, moi, je ne peux pas voter. Je vois que ça vote rapidement. Si vous pouvez, les autres intervenants, voter avec plaisir. Et après, on va du coup prendre un certain nombre de questions. Il nous reste petit 20 minutes pour prendre un certain nombre de questions sur le fil de discussion. J'attends que le nombre de répondants se stabilise un peu. C'est en train de se stabiliser. Donc, voilà. Ah là, ça monte encore un peu. Les derniers qui souhaitent voter, je vous invite à voter avant que voilà, ce soit publié. Voilà. Encore une seconde ou deux. Voilà, ben on y va. Donc, et en moyenne, vous voyez, je vais laisser un peu tout le monde réagir là-dessus, mais l'idée, c'est pas tellement que ça met en péril, pas du tout, je dirais non plus que ça améliore la protection, ni que c'est neutre, mais c'est que ça la rend plus difficile. Ce qui me paraît pas incohérent du tout avec le débat, avec nos propres interventions. Et je vous propose du coup qu'on passe au débat final. Alors, on va regarder avec Marilyn ce qu'il y a dans la discussion publique pour les dernières éléments qui ont été mis en avant. Une question, comment rassurer le public sur la sincérité de la protection des données, audit externe par autorité de confiance? Alors, si personne n'a envie de répondre à cette question, moi j'ai très envie de répondre, mais je pense que c'est… Alors, on a déjà les data protection officer, mais ce serait bien, effectivement, dans la durée, de pouvoir envisager d'aller vers quelque chose qui soit un petit peu plus extérieur à l'entreprise que les data protection officers. Qui est un contrôle par échantillonnage, en fait. Oui. Voilà. Donc, il y a déjà le RGPD qui est assez protecteur en la matière et qui implique un certain nombre de pénalités si jamais le RGPD n'est pas, n'est pas bien appliqué dans l'entreprise. Voilà. Donc, il y a toujours ce système de sanctions possible qui fait que bien l'entreprise va être va appliquer de façon beaucoup plus précise le RGPD de ce fait-là.
Est-ce que Pablo et Eric, vous souhaitez déjà ouvrir vos micros pour cette session de fin, et puis vous intervenez à tout moment pour les questions. Alors, quel pourcentage de la population sait de quoi il s'agit du RGPD? Alors, Marilyn se rappelle peut-être des résultats de l'étude médiamétrique. C'était assez significatif quand même. On peut le retrouver dans les résultats de l'étude. Alors, il y a eu un sondage, effectivement, une enquête qui a été menée. Alors, pour vous donner les chiffres exacts, ça va être compliqué. Oui, c'était il y plus a de une la enquête. moitié de mémoire. Donc, Anne-Catherine me dit qu'elle recherche les chiffres. D'accord. En attendant, peut-être je peux te dire un mot. Enfin, je redis un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, mais c'est ce qui me désole un peu, c'est effectivement qu'on se concentre essentiellement sur la confiance sur les données, sur la vie privée, etc. Et que je pense que les questions les plus importantes, c'est plutôt comment on fait pour mettre le numérique au service d'un projet commun, grâce à l'Europe, grâce à l'État français, je sais pas, mais une autorité commune. Et c'est ça qui me semble un débat et plus intéressant aussi, parce que d'une certaine manière, c'est vraiment défensif le truc, et il y aura toujours des techniques pour essayer, il y aura toujours des pirates pour aller chercher les données et tout ça. Donc je ne sais pas si ce débat-là est très très productif, et il me semblerait plus intéressant de se dire comment se donner les outils pour que en commun on puisse développer des applications ou des moyens d'utiliser le numérique et de le mettre au service pour la santé, pour des buts qu'on se serait donnés en commun, pour la mutation écologique. Eric en a parlé, mais c'est clairement un défi d'une toute autre ampleur, il me semble, que les données sur la vie privée, quoi. On va avoir besoin de se coordonner pour consommer moins, pour essayer de relier de manière locale des choses. Alors, le numérique pose un gros problème qui est qu'il n'est pas du tout mutation compatible, parce qu'il il a besoin d'un nombre incalculable de matériaux et qu'il gaspille et tout ça. Donc, ça pose déjà un gros problème. Mais voilà, je me demande dans quelle mesure trop se focaliser sur ce problème-là n'occulte pas des problèmes plus importants. Pour le dire autrement, tu veux qu'on réfléchisse à intégrer des valeurs morales, sociales et démocratiques dans le numérique. Bien sûr, comme partout ailleurs, bien sûr. Mais et partout ailleurs. Oui, je suis numérique, là, voilà. Je suis complètement d'accord. Moi, je comprends ta gêne, si tu veux. C'est-à-dire que je la partage aussi, parce que dans la logique de la protection de la vie privée, que je l'entends pas ce soir, mais de manière générale, on a l'individu qui est au centre, et l'individu, il est complètement atomisé, et sa relation sociale aux autres, le contrat social qu'on évoquait, toi, Valérie et moi, est complètement absent. Je pense qu'effectivement, là, il faut que ce soit nous-mêmes qui changeons de logiciel, si je le dirais, et avec humour. Et ça me semble d'autant plus important que je vais faire quand même rebondir encore sur la pandémie actuelle. Mais regardez ce qu'on a appris hier. C'est-à-dire quelque chose, on se dit, bon, le confinement, on l'a vécu, c'est dur, on n'en veut plus, d'accord? Et en Allemagne, qui est un pays où il y a une attitude très intelligente par rapport au confinement, ils sont obligés de reconfiner parce que ils ont trouvé 1300 cas parmi 6700 employés de l'abattoir, bulgares et roumains pour la plupart, travaillant avec des contrats de sous-traitance ultra précaires et logés dans des habitats collectifs souvent vétustes et surpeuplés. Donc effectivement, là, il y a un gros problème de solidarité, donc sociale nécessairement, qui doit commencer à s'afficher. Alors, on peut effectivement se dire que ce soir, on restreint la thématique autour du numérique, des données massives, des traitements possibles et de ces organisations. Mais je sais, par exemple, que sur ce plan-là, je ne sais pas si c'est complètement défensif. Aux États-Unis, il y a des gens qui proposent de casser les monopoles de Google, Facebook, etc. Mais je pense qu'effectivement, il faut
faut qu'on pense à un monde meilleur, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Marilyn, si tu veux, sinon je prends Oui. au rebond la remarque de lauréat ou c'est… Moi, je voulais rebondir sur ce qu'Anne-Catherine, en fait, nous a mis gentiment dans le fil de discussion. Donc, il y a 78% des internautes interrogés, donc sachant qu'il y en avait 3000 qui étaient interrogés, qui déclarent avoir déjà entendu parler du texte, donc du RGPD, et la moitié d'entre eux précisent savoir de quoi il s'agit, en fait. Donc, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'en matière de protection des données, ils sont relativement bien au courant. Après, pour Lydia, donc ça parle de l'entraînement des algorithmes. Alors, j'aurais volontiers, moi, d'abord repris la question de la remarque de lauréat qui nous dit, je ne suis pas d'accord, c'était par rapport au débat qu'avaient Pablo et Eric pour dire, bon, les données personnelles, c'est peut-être pas l'essentiel de ce que l'on a à traiter. Bon, nous avons une chaire qui s'occupe essentiellement de ça, mais elle nous dit, lauréat, la question de l'usage des données est au cœur de la défiance actuelle vis-à-vis des outils technologiques et des grands acteurs qui les maîtrisent. Il y a quand même effectivement dans l'usage que l'on a quotidien des réseaux cette difficulté-là. Et donc, certes, une réponse par le droit, une réponse en ayant des acteurs économiques européens respectueux de la personne, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux, je pense. Mais je veux bien que faire réagir ou Pablo. Oui, parce que je veux bien réagir au sens où, comment dire, pour le dire autrement, mais dire un peu la même chose quand même, c'est que la vraie question du coup, c'est comment est-ce qu'on développe à l'échelle qui est la plus pertinente, nationale ou européenne peut-être, comment dire, une souveraineté numérique en fait. Parce qu'après, on a beau faire des trucs, voilà, d'essayer de développer des choses. Si les géants, ça reste Apple, Google ou les Chinois, bah, ça va rester un peu des wishful thinking, quoi. On va dire des choses, on va faire des règlements, mais on n'aura pas la main. Et donc, si on n'a pas la main, c'est, voilà, est-ce que ça restera forcément. C'est d'autant plus dommage qu'on n'était pas en retard au début. Non, voilà. Après, donc, les raisons sont complexes, de ce retard, de ce manque. Et donc, bon, je vais pas dire la solution, mais je dis je suis d'accord avec cette idée que le fait qu'on se méfie, la défiance actuelle vis-à-vis des outils et des grands acteurs qui les maîtrisent. Donc, on est d'accord quelque part avec L'Oréal, sa remarque, mais voilà, au fond, est-ce que il faut essayer évidemment de raisonner un peu les grands acteurs aujourd'hui, mais il faut surtout, à moyen terme, je pense que la solution viendra d'une maîtrise, d'une souveraineté numérique, quoi. Sinon, ça restera toujours un peu bancal, quoi. Merci beaucoup pour cette remarque qui est presque sous forme de conclusion. Marilyn, est-ce que nous avons des questions à ton avis Donc, il y avait une question de Lydia, justement. Donc, c'était relativement à l'entraînement des algorithmes et sur les données qu'ils prennent en entrée. En fait, on ne peut pas forcément se poser la question de réglementer ce qu'ils prennent en entrée. Il faut plutôt se poser la question de pourquoi ces données sont disponibles et est-ce que les utilisateurs, enfin ce qu'on appelle utilisateurs en technique, est-ce qu'ils ils ont consenti en fait pour ce type de traitement-là en fait. C'est plutôt ça qu'il faut avoir en tête plutôt que de réglementer comment l'algorithme restructure les données en entrée et les nettoie. Alors là, c'est entrelacé avec les discussions avec lauréat. Donc, mais aussi celle du business model, bien évidemment. Tant que l'on est dans du faux gratuit, ça c'est une question de fond. L'objectif de fond de ces systèmes, c'est de récupérer nos données sous un objectif de façade qui est celui d'échanger des photos de vacances ou autres. Alors ça, je pense que Eric, ou peut-être, enfin, je suis sûre qu'Eric a des choses à dire. Moi, j'en ai aussi là-dessus. C'est sûr que, ça s'est vu dès le départ dans la mise en place du World Wide Web, l'idée qu'il pouvait y avoir du gratuit, reposant sur le modèle des médias financés par de la publicité. Et un des biais qui fait que les entreprises ont besoin
ont vraiment besoin d'avoir recours aux données personnelles pour arriver à se financer sur la publicité. Et il me semble que, en tout cas, moi, c'est une des choses qu'il y avait dans la philosophie de l'écran, accepter de payer pour du contenu contre le fait qu'on n'aura pas, qu'on ne sera pas traité comme un objet, est une chose qui aurait dû être mise en avant dès le début. C'était 99-2002. À l'époque, les grands majors du disque, par exemple, pour les citer, étaient tout à fait contre ce genre de choses. Et du coup, est arrivée une solution qui est Spotify, qui n'est pas une solution qui a été faite en Europe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre sur ce point-là? Eric? Très brièvement, effectivement, c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire en disant que changer de modèle économique quand une technique est détournée de façon insatisfaisante, je sais pas quand elle est insatisfaisante, c'est possible, c'est facile et ça va beaucoup plus vite qu'on le croit. Alors l'exemple de l'interdiction du travail des enfants est assez magistral dans ce domaine, quoi. Ce que je voudrais aussi rappeler, c'est qu'il y a quand on parle de modèle économique, il faut faire attention à nos manières de raisonner quand on pense technique, industrie, capitalisme, quoi. Souvent, on confond l'un et l'autre, on fait des raccourcis un peu rapides, et tout le monde doit être d'accord avec ça. Wikipédia, c'est une industrie. Je sais plus, c'est 48 millions de dollars, c'est des stocks de serveurs, etc. Et pourtant, c'est quelque chose qui fonctionne sur un modèle qui est pas celui du capitalisme à la Facebook. Donc, il existe déjà des alternatives. Il y a le payant total, il y a le gratuit total, il y a éventuellement du subventionné par des impôts. Ça payerait au moins des logements pour les Bulgares et les Roumains qui ont qui ont la Covid et non pas Stop Covid en Allemagne, etc. Mais ça peut être aussi du paiement. Il y a des modèles, il y en a plein. Effectivement, là, ce qui se passe, c'est un peu comme pour le climat, c'est qu'on est un peu cantonné à un seul modèle parce qu'on ne regarde pas trop ailleurs. Mais je pense que c'est là qu'il faut déployer beaucoup d'inventivité. Je rebondis sur le fil de discussion. Évidemment, il y a le choix du moteur de recherche que l'on va utiliser et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de se détourner du moteur de recherche le plus utilisé, qui pourtant était au départ partait d'une bonne idée, mais donc qui est. Je ne sais pas si Marilyn veut dire un mot sur en fait, oui, le moteur de recherche, Google Search, c'est vrai qu'il est extrêmement performant, mais extrêmement gourmand aussi en termes de données. Et donc c'est Samy qui précisait en fait que depuis plusieurs années, donc il avait comment dire cessé d'utiliser Google Search au profit de Quant Search, si on peut l'appeler comme ça. Et effectivement, je rebondissais là-dessus, c'est que très peu de données sont conservées. En fait, on a eu un partenariat avec Quant. On a pu récupérer une base de données et donc j'ai pu constater que très peu de données étaient conservées. En tout cas, aucun profil ne pouvait être déduit de ce type de base de données, en fait. Voilà. Et ce qu'il faut, et le problème, c'est d'assurer la réussite de ce genre d'initiative, en fait, par rapport à un géant comme Google. Je ne sais pas s'il est. Alors, on va arriver au moment de la conclusion. La contrepartie. La contrepartie aussi, c'est que que le moteur de recherche de Quant, du coup, ne personnalise pas les réponses. Donc, c'est aussi la contrepartie. Et de ce fait-là, les réponses peuvent être aussi plus éloignées de ce qu'on attend. Donc, c'est vrai qu'il faut mieux privilégier pour des recherches qui sont un peu basiques Quant, et dès lors que ça devient hyper spécialisé, bon, on peut jouer avec les deux, quoi. Enfin, c'est un petit peu mon retour d'expérience. Quand je trouve pas ce que je veux, je rebascule sur le géant, quoi. Mais sinon, je reste à 95% sur le moteur de Quant. En espérant que Quant ne sera pas racheté par Google ou Microsoft, nous dit Gérard Pelléfis, qui est une vraie question, qui est la question de la concentration du pouvoir. C'est aussi ce qu'il y a eu dans les banques, d'affaires. Là, on est face à un certain nombre de géants.
Je ne sais pas si Pablo, Marilyn ou Eric souhaitent dire 2 phrases de conclusion ou rebondir, qu'on s'arrête du coup vers 45. Je pense qu'on pourrait continuer fort longtemps, parce qu'en plus, ça va assez vite sur le message, mais à un moment, sinon, on va peut-être perdre les utilisateurs. Et puis, moi, je suis en tout cas, je vous le dis, très, très contente, et je m'arrêterai là, de cette session, d'avoir pu échanger avec vous, aussi du fil de discussion. Je vais demander, je vais remercier aussi Jérôme, et je vous laisse la parole pour conclure d'un mot, si vous voulez. Eric, d'abord, après Pablo et après Marilyn, peut-être. Moi, très brièvement, pour rebondir sur le débat, je pense qu'on est tous effectivement conscients des dangers de, par exemple, de Google, etc. Mais combien sommes-nous à avoir l'idée de boycotter ou de sous-utiliser Google, Facebook par rapport à une énorme majorité de Français? Et ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes des lettrés du numérique. On est en fait un petit comité. On sait lire, écrire, on connaît les enjeux, etc. Et on sait les commenter. Et c'est pour ça que moi j'insiste vraiment beaucoup dans ce projet de vivre ensemble qu'on est en train d'exprimer tous, l'importance de la culture de l'écrit, effectivement d'une maîtrise de choses. Ça ne mord pas. Moi j'enseigne à des élèves en master littéraire et plutôt de sexe féminin, l'écrasante majorité des outils Linux et plein de choses comme ça. Et bien, les gens ils apprécient, ils sont contents qu'enfin ils comprennent ce qui se passe, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se déployer en l'articulant aussi avec une pensée critique du numérique, c'est-à-dire une pensée critique du contemporain. Donc moi, j'ai un peu tendance à miser beaucoup sur un éducatif, très certainement national, étatique ou pan-européen, hein, à la Pablo, pour faire advenir une prise de conscience qui maximise le nombre de lettrés du numérique. Voilà. Eric, tu m'as volé ma conclusion, donc voilà, c'est bien. Non, je vais pas dans quelle partie, alors dis-le, parce que je ne sais pas quelle partie. Valérie, tu avais dit tout à l'heure que c'était une bonne conclusion. Non, c'est effectivement, oui. on arrive à développer pour le bien commun des choses qui soient faciles d'utilisation. Le numérique, c'est vrai que ça va avec une certaine flemmardise de notre côté, et c'est vrai que si c'est pas pratique, ça marche pas très bien, quoi. Et donc, il faut qu'on arrive à être aussi intelligent que Google et Facebook etc. et tous les autres pour développer des outils qui soient voilà aussi pratiques, mais mis au service d'autres choses. Et il n'y a pas de raison, on est quand même aussi intelligent qu'eux, mais c'est bon, il y a des freins à plusieurs niveaux, mais je pense que c'est quand même ça la priorité. Merci beaucoup, Marilyn. Moi, je pense qu'effectivement, là, je vais reprendre ce qu'a dit Pablo. Donc, en fait, on chaîne. Oui. Eh bien, je trouve qu'effectivement, des outils pratiques, c'est essentiel, surtout dans la société dans laquelle on est. Mais il faut aussi que ces outils, quelque part, s'ils pouvaient minimiser en fait la collecte de données, bah ça, ce serait vraiment, en tout cas, c'est l'un des objectifs pour lesquels on œuvre au sein de la chaire. Donc, c'est un sujet passionnant qui mérite encore qu'on s'y attache pendant de nombreuses années. Voilà, merci en tout cas d'avoir participé. Merci à vous. Merci. Au revoir.